Alors bonjour à tous, je suis Thomas Goduel. Je suis récemment diplômé psychologue neuropsychologue et j'ai continué du coup mon projet de recherche sous la direction et sous la supervision d'Alice Gomez et Joris Mittalal. J'ai continué du coup mon projet de recherche sur les difficultés en géométrie chez les enfants dyspraxiques et du coup c'est un financement en CIFRE. Donc je travaille avec une entreprise qui du coup je vais vous l'expliquer en fin de présentation, où on a ce projet d'adapter un logiciel de géométrie dynamique pour compenser la dyspraxie chez les enfants dyspraxiques. Alors pourquoi je vais, dans un premier temps, je vais vous parler du coup des difficultés mathématiques chez les enfants dyspraxiques, sur la base des travaux du coup d'Alice Gomez et Caroline Huron, qui est du coup chercheuse au CRI et qui est la présidente du Cartable Fantastique. Puis du coup, je vais pouvoir vous présenter mon projet de recherche du coup et le projet d'ISDIN sur les difficultés que peuvent rencontrer les enfants dyspraxiques dans l'apprentissage de la géométrie. Alors, pourquoi parler des mathématiques avec les enfants dyspraxiques? On l'a vu tout au long de la journée, plusieurs interventions qui ont permis du coup d'expliquer que, oui, effectivement, les enfants dyspraxiques possèdent des difficultés en mathématiques, et notamment du coup sous cette hypothèse que leur représentation du corps, elle est altérée, et on sait que du coup, elle impacterait du coup la motricité fine, mais également le graphisme. La prononciation et également du coup la prise d'informations spatiales et du coup les mathématiques. On sait que du coup la dyspraxie c'est l'un des troubles neurodéveloppementaux qui est le moins étudié et la plupart des études qui existent déjà du coup montrent sont focalisées du coup sur les habiletés motrices et notamment du coup sur la lenteur exécutive que peuvent avoir ces enfants-là et l'imprécision motrice. Il y a quelques rares études qui ont permis de mettre en avant du coup des compétences particulières sur des compétences académiques telles que la lecture et l'écriture. Mais il y a énormément de retours des enseignants, des psychologues et aussi des familles, des plaintes sur ces difficultés en mathématiques. Et pourtant, ça reste le sujet qui, du coup, n'a pas été abordé jusqu'en 2012 avec, du coup, une première étude. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, dans la cognition numérique des enfants dyspraxiques, se focaliser sur le calcul. La première étude qui a été réalisée, c'est par Pieters et collaborateurs en 2012. Et ils avaient, du coup, durant cette étude-là, réalisé un test papier-crayon avec, du coup, la réalisation d'opérations, donc du coup d'addition et de soustraction. Et ils ont pu montrer que les enfants dyspraxiques avaient un retard d'1 ou 2 ans comparé, du coup, à des enfants contrôle du même âge. Il y a une limite du coup à montrer dans cette étude, c'est que c'est l'utilisation du test papier-crayon. Plus on fait du coup d'opérations, plus on avait un score élevé. Or, on sait que les enfants dyspraxiques ont un problème au niveau graphique et ont un problème supposé dans cette hypothèse-là, un problème au niveau des mathématiques. Mais cette étude-là, en 2012, elle n'a pas permis de comprendre la nature précise des mécanismes sous-jacents à la cognition numérique chez les enfants dyspraxiques. L'équipe de recherche, dont Alice et Caroline faisaient partie à l'époque, ont du coup recruté une cohorte d'enfants de 40 participants, 20 enfants dyspraxiques et 20 enfants contrôle. Donc sur des tests, elles ont pu réaliser les tests moteurs, du coup qui est le MABC, c'est celui qui a été utilisé, qui permet du coup de tester toute la motricité des enfants. Et des tests neuropsychologiques tels que le test de Cube et du coup le test de similitude, qui font partie du test des échelles de Wechsler, en l'occurrence le WISC, qui est une batterie de tests pour évaluer l'intelligence. On voit du coup chez ces enfants déjà qui sont appariés, donc il y a bien cette différence au niveau praxique, mais qu'il n'y a pas de différence au niveau du coup de l'intelligence. La différence qu'on observe sur les cubes, c'est parce que évidemment il faut manipuler ces cubes pour répondre du coup aux questions, et forcément on le sait, ces enfants-là ont des difficultés praxiques. Donc pour la première tâche qu'elles ont réalisée, c'était une tâche simple d'addition. Je vais vous présenter uniquement les additions, mais il y avait également les soustractions. C'était une tâche simple où on donnait un calcul sur un écran à ces enfants-là et il fallait qu'ils répondent oralement, sans utiliser le geste ou quoi que ce soit. Il fallait qu'ils répondent oralement le plus rapidement possible. Le premier résultat qui est mis en avant, c'est que effectivement, les enfants dyspraxiques font plus d'erreurs que les enfants contrôle.
Le deuxième résultat mis en avant, c'est que les enfants du coup dyspraxiques réalisent des erreurs avec plus d'amplitude. C'est-à-dire que pour répondre par exemple à 3 plus 6, les enfants contrôle auront tendance à se tromper et à aller jusqu'à 10. Les enfants dyspraxiques pourront en moyenne aller jusqu'à 11 dans leur réponse. Et enfin, ils mettaient plus de temps à répondre. Donc ce qui est intéressant déjà avec cette première tâche, c'est que sans passer par le geste moteur, il y a bien une perturbation au niveau de la faisabilité du calcul chez ces enfants-là. Donc elles ont planifié d'autres tâches, parce qu'on cherche à comprendre les mécanismes sous-jacents dans cette cognition numérique chez les enfants dyspraxiques. Et du coup, elles ont réalisé 3 autres tâches, donc, pour comparer les quantités, dénombrer et compter, et se représenter les quantités dans l'espace. Pour comparer les quantités, elles ont utilisé du coup un paradigme où il fallait du coup observer l'écran et comparer du coup 2 cercles blancs où il y avait des points noirs. Pour que vous puissiez comprendre de manière beaucoup plus vive et beaucoup plus efficace pour cette présentation, parce que je n'ai que 20 minutes, je vais vous faire réaliser la tâche. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous demander de fixer l'écran. Vous allez avoir 2 cercles blancs et il va y avoir des points noirs dans chacun des cercles. Et avec votre main droite ou votre main gauche, vous allez répondre du coup, dans l'assemblée, vous allez répondre lequel des 2 cercles avait le plus de points. Attention, je vais présenter de manière très courte les quantités. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, à votre avis. Effectivement, la majorité l'emporte. C'était bien du côté bleu. On recommence? Super. Jusque-là, c'est facile. Et si on passe à la dernière? Là, on est partagé. Effectivement, on est partagé. Donc, c'était bien du côté où il y avait du côté rouge, il me semble. Donc, vous vous rendez compte que là, vous avez été capable, en quelques millièmes de seconde, de comparer des quantités qui étaient quand même assez grandes, sans bien même compter le nombre de points qu'il y avait dans les cercles blancs. La réalisation de cette tâche, elle est possible, puisque vous avez une habilité cognitive qui apparaît dès le plus jeune âge, qui vous permet de comparer des quantités sans avoir cette liaison à la représentation numérique. Donc il y a plusieurs tâches qui ont été effectuées, et plusieurs tâches au cours de la littérature. Voilà. Il y a plusieurs tâches qui ont été effectuées, et en ressort du coup de toutes ces études un indice d'acuité numérique. Alors cet indice d'acuité numérique, il correspond à ce qu'on appelle la fraction de Weber. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la psychophysique, mais concrètement, cet indice d'acuité numérique, il permet du coup, quand je vous donne, par exemple, si je vous dis une acuité numérique de 0,30, si je vous dis concrètement, pour pouvoir comparer du coup, ces 2 quantités de manière très facile, il va falloir concrètement que ces quantités soient différentes à 60%. Donc dans l'un des cercles, il faudrait qu'il y en ait 10, et dans l'autre, il faudrait qu'il y en ait 16. Les études ont été faites sur plusieurs types de populations, notamment les plus jeunes, et du coup les populations adultes. Et pour les populations plus jeunes, donc du coup de la naissance jusqu'à jeune adulte, on voit que la maturation, elle est très rapide au niveau de cette acuité numérique, du fait de la maturation cérébrale et de la plasticité cérébrale. Au niveau du coup du vieillissement, on voit qu'elle s'affine, et on comprend que c'est aussi en lien avec l'éducation et l'acquisition des compétences numériques. Si on reprend du coup nos études sur les dyspraxiques, on va d'abord dans un premier temps décrire l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, et l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, du coup, c'est le ratio. Si on s'approche de 1, on aura du coup des quantités qui seront similaires, 2 dans la partie A et 2 dans la partie B. Si on s'éloigne sur l'axe des abscisses et qu'on s'approche du ratio 2, c'est que les quantités auront doublé. Dans l'une des quantités, on en aura 2, et dans l'autre, on en aura 4. Pour l'axe des ordonnées, c'est le pourcentage de réponses correctes. On voit que pour nos 2 populations, que ce soit les contrôles ou les dyspraxiques, il y a un effet du coup qui est sur les 2 groupes. De plus on va se rapprocher du ratio 1, donc de plus les quantités vont être similaires, de plus le taux de réponse, le pourcentage de réponses correctes va diminuer, l'exactitude diminue. De plus on va se rapprocher du coup du ratio 2, de plus les réponses du coup seront justes. C'est un effet qu'on voit pour les 2 groupes, c'est important de le préciser, mais du coup, sur ces résultats-là, on voit que peu importe le ratio, les enfants dyspraxiques ont toujours des réponses qui sont plus basses que celles du coup des enfants contrôle. On voit du coup, encore une fois, sans passer par le geste moteur et sans passer par les praxies et
tout ce qui s'ensuit, que les enfants dyspraxiques ont des performances du coup déficitaires par rapport aux enfants contrôle. Donc il y a bien quelque chose au niveau de la représentation de la comparaison des quantités qui est impacté. Si on laisse les enfants compter, si on leur laisse le temps de compter les quantités qui sont présentes dans les cercles, on peut observer alors que du coup les enfants contrôle commencent à faire des erreurs à partir de 6 objets, tandis que les enfants dyspraxiques vont commencer à faire des erreurs à partir de 3 objets. Donc il y a bel et bien une erreur, enfin il y a bel et bien une différence au niveau des performances, et elle peut être expliquée par le fait que dans la tâche, il a été demandé aux enfants de compter, mais de manière oculaire, sans utiliser le geste. Il fallait qu'avec les yeux, uniquement les yeux, ils aillent compter sur l'écran le nombre de points qui étaient présents dans les cercles blancs. On voit ici que les enfants dyspraxiques ont cette différence de performance et elle peut s'expliquer par un double comptage ou un oubli ou justement cette perte du coup au niveau de l'exploration visuelle. Au niveau de la représentation des quantités dans l'espace, pour vous introduire un peu ce principe de représentation des quantités dans l'espace, je vais vous donner un exemple un peu plus facile où je vais vous demander de vous imaginer de rentrer dans un immeuble de 14 étages, d'aller vous diriger vers l'ascenseur et de vous imaginer à l'appuyer sur le bouton du 14e étage. Si je vous dis que maintenant ce bouton-là, il est placé au bas du coup de l'ascenseur, vous allez pouvoir être surpris parce que c'est pas ce que vous imaginiez au niveau de la programmation motrice et de la représentation des quantités dans l'espace. Pourquoi ? Parce que on sait au niveau culturel qu'à partir de 6 ans, 6-9 ans, les représentations du coup qu'on dit lignes numériques, la représentation sur les lignes numériques change au début au niveau de la représentation de la ligne numérique. On a une représentation qui est dite compressée. Elle suit du coup une représentation qu'on dit logarithmique. Les petites quantités vont être très espacées pour les enfants, tandis que les grandes quantités vont être très resserrées. Et c'est avec l'acquisition du coup des compétences mathématiques qu'il y a cette représentation linéaire qui va se mettre en place. Les quantités vont être similaires, c'est-à-dire que la quantité qui est entre 10 et 20, les enfants vont bien intégrer que c'est la même chose que celle qui est entre 20, 30, 30, 40, etc. Alors, pour aller voir s'il y a des différences au niveau des performances entre les enfants dyspraxiques et les enfants neurotypiques, les chercheuses, du coup, ont proposé une tâche sur une ligne bornée de 0 à 100, d'aller faire une estimation derrière, par exemple, là, la petite marque verte. Et à votre avis, ici, pour vous, à combien, du coup, est estimée la marque verte, si vous devez faire une estimation? Ouais, j'entends à peu près 70, 73. Okay. Bon, la bonne réponse était 72, parce que je ne peux pas interroger tout le monde. La bonne réponse était 72. Pour aller estimer cette quantité, il y a de fortes chances que vous ayez balayé votre regard de manière statistiquement un peu similaire et ce qu'on appelle des stratégies du coup exploratoires. Là, les points bleus que vous voyez sur la ligne, c'est des fixations qu'on peut dire moyennes avec des études en oculométrie. C'est des fixations moyennes, c'est ce que font vos yeux quand vous allez chercher l'information. Là, ici, quand la marque est proche du milieu, les enfants, du coup, vont se référer... Enfin, là, c'est du coup toute une étude qui a été faite sur les enfants neurotypiques, vont se référer au centre, sur du coup cet ancrage interne de la ligne numérique. De plus, on va se rapprocher vers l'extrémité du coup minimale, qui est 0. De plus, les enfants vont utiliser la stratégie qui permet d'aller chercher la quantité qui est proche de cette extrémité. Et pareillement, quand la marque est du côté extrême opposé, les enfants vont partir de cette extrémité et aller chercher la quantité. Les chercheurs se sont posé la question si les enfants dyspraxiques pouvaient faire la même chose et utiliser ces mêmes stratégies. Donc elles sont allées chercher en oculométrie avec un eye tracker, donc c'est une petite machine ou une grosse machine, dépend de l'oculomètre, mais c'est une machine qui est capable d'enregistrer les mouvements des yeux. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les fixations qu'ont fait les enfants, donc du côté contrôle et du côté du coup des enfants dyspraxiques. L'étude a mis en avant que les stratégies employées par les deux groupes étaient les mêmes. Mais on voit, du coup, si je vous fais défiler au fur et à mesure que la marque, du coup, progresse entre 0 et 100, que les enfants dyspraxiques, du coup, réalisent un balayage qui n'est pas identique à ceux des enfants contrôle. Ils arrivent à trouver la quantité de la même manière et utilisent les mêmes stratégies, mais ils réalisent des fixations beaucoup plus courtes et beaucoup plus nombreuses, comme si l'œil glissait un peu, du coup, autour de cette recherche de quantité.
Au niveau des résultats et des réponses que les enfants ont pu donner, les enfants dyspraxiques et les enfants contrôle, du coup, ont eu le même type de réponse. Si on reprend du coup le principe de ce résultat, c'est que les enfants dyspraxiques et les enfants neurotypiques ont les mêmes représentations des quantités dans l'espace. Les dyspraxiques ont cette représentation de la quantité qui est aussi juste que les enfants du même âge. C'est important de le souligner, parce que toute la journée, du coup, on a parlé de leurs difficultés, on a parlé d'énormément de compétences déficitaires. Les enfants dyspraxiques sont tout aussi intelligents que les enfants contrôle, et il est important de le souligner. Et c'est cette entrée, du coup, motrice et visio-spatiale qui a été montrée toute la journée, qui viennent les handicaper dans leur apprentissage, qui viennent les impacter, et qui rendent, du coup, certaines entrées plus difficiles. Au niveau, du coup, pédagogique, ce qui est important, du coup, maintenant qu'on sait leurs difficultés dans la cognition numérique, c'est de changer de posture. Il faut pouvoir du coup réaliser des tâches de plus haut niveau sans entrer par du coup ce qui est déficitaire. En l'occurrence, on l'a vu, le dénombrement est très difficile pour ces enfants-là. Donc il faut pouvoir les accompagner et adapter du coup les activités de dénombrement en autonomie. Il faut éviter de les faire en autonomie, justement. Il faut du coup avoir un feedback assez régulier pour que ce dénombrement soit fiable, et que derrière, les représentations qui se font à travers le dénombrement puissent être justes et contrôlées. Pour y remédier, on peut utiliser le jeu. Il y a plein de jeux qui travaillent autour de cette numération et ce dénombrement, proposer des exercices et qui permettent du coup d'affiner le sens du nombre en associant systématiquement la représentation symbolique, sans y mettre le bruit du coup de cette exploration oculaire. Pour cela, on peut tout simplement, par exemple, utiliser en entourant lors du dénombrement, entourer, surligner, pouvoir passer sur le numérique avec du coup l'ordinateur, l'accompagnement par les enseignants ou les AESH présents en classe. Et sur les concepts mathématiques, au niveau de la ligne numérique, on sait qu'ils y arrivent, mais qu'ils ont cette gêne au niveau du coup de la représentation spatiale. Donc il faut changer de posture aussi, pouvoir laisser accéder à des compétences de plus haut niveau et des activités de plus haut niveau, en évitant de passer par ces difficultés qui sont le calcul et la comparaison de quantités. Donc, il faut pouvoir adapter, limiter le recours aux représentations spatiales pour apprendre ces concepts et se baser, du coup, et favoriser le raisonnement et la logique langagière, qui est totalement préservée chez ces enfants. Donc, on a vu au niveau de la cognition numérique les difficultés que ces enfants pouvaient rencontrer, mais qu'est-ce qui se passe quand on s'applique à un domaine très précis qui est celui de la géométrie ? Alors, on le sait, pourquoi est-ce qu'on apprend la géométrie à l'école ? On sait que la géométrie, elle permet de répondre à des problèmes de l'espace physique, ça paraît logique, mais il y a des études qui ont montré aussi que ensuite, ces compétences étaient transférées dans le cadre des pratiques sociales, culturelles et professionnelles. Et également, au niveau cognitif, elle favorise le raisonnement. Et comment on apprend la géométrie à l'école ? La géométrie, du coup, à l'école, est basée sur la perception, dans un premier temps, où, par exemple, là, je vous prends l'exemple des angles droits, où on va venir demander aux enfants de compiler plusieurs fois et d'aller chercher des exercices au niveau des représentations, d'aller chercher dans les exercices, identifie quels sont les angles droits et quelles droites ne sont pas, perpendiculaires, etc., etc. Et puis, on va passer après au niveau du cycle 3 par l'instrumentation pour aller chercher les propriétés géométriques derrière, par exemple, ces angles droits, qui permet derrière la conceptualisation et l'utilisation abstraite du coup de ces propriétés géométriques. Sauf que, on l'a vu avec les enfants dyspraxiques, l'entrée perceptive, elle est assez fragilisée, et l'entrée motrice, donc l'utilisation des outils, est assez complexe. Donc, un projet du coup est né, DysDyn, Dys pour dyspraxie et Dyn pour dynamique, et a l'objectif de créer un outil de géométrie dynamique compensatoire destiné dès le cycle 3, donc pour la classe de CM1. C'est avant tout une collaboration scientifique, du coup, de la didactique des mathématiques et de la psychologie cognitive, mais également, du coup, avec une entreprise, une NetTech, une NetTech, du coup, qui est Cabrilox, c'est une petite entreprise grenobloise qui a créé et développé un logiciel qui s'appelle Cabri Express et qui est un outil, du coup, de géométrie dynamique. Et donc, avec une collaboration également pédagogique pour pouvoir aller tester en classe et avec les enseignants pour ajuster au mieux et faire des adaptations qui sont le plus pertinentes pour ces enfants. Donc il y a 3 phases. La première, c'est identifier les capacités des enfants dyspraxiques et les limites du logiciel, puis derrière de mettre en œuvre une évaluation de ces adaptations et enfin tester ces adaptations dans un milieu écologique. Quand je dis milieu écologique, c'est la classe.
Quels sont les processus qui sont impliqués derrière la réalisation d'une tâche en géométrie? Parce que c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a les processus de bas niveau, qui sont la manipulation. Et s'il me reste 2 minutes, super, j'accélère. Il y a les processus de bas niveau, donc la manipulation, percevoir l'espace, et les processus de haut niveau. Au niveau de la manipulation, si l'on fait réaliser un exercice de géométrie, on voit que la production, elle est très grossière et elle est très imprécise. On l'a vu du coup avec ce que nous a présenté Elise, qui sont tout aussi capables de réaliser un mouvement juste, mais sont totalement parasités, donc ce qui explique cette imprécision au niveau de la réalisation d'un exercice. Le contrôle de la force motrice est altéré chez ces enfants-là, donc on comprend tout de suite pourquoi l'utilisation du compas est très difficile et pourquoi le tracé avec un crayon papier est très difficile également. Et l'ajustement moteur pendant l'exécution est altéré aussi. Donc pareil, une fois qu'on a lancé le tracé, c'est très difficile de se réajuster pour ces enfants-là. Au niveau des capacités visio-spatiales, je pense qu'on en a assez parlé aujourd'hui, donc je vais pouvoir y aller plus vite. Mais on sait que du coup, les enfants dyspraxiques ont des difficultés au niveau visio-spatial. Donc aller identifier un angle, aller identifier quelque chose, enfin, un objet géométrique peut être complexe et du coup derrière le reproduire, si on n'a pas la bonne image, on aura du mal à reproduire ce qu'on a pu percevoir qui était déjà faussé. Et derrière, on n'a aucune littérature au niveau de leur capacité de catégorisation et de raisonnement. Mais on suppose qu'elle est préservée. Donc les processus de bas niveau, du coup, sont altérés et les processus de haut niveau, du coup, hypothétiquement, seraient préservés. Derrière, si c'est altéré, on suppose que ces enfants-là, du coup, auraient du mal à apprendre la géométrie sans pouvoir compenser ces difficultés de bas niveau et qui créeraient des perturbations derrière dans leur catégorisation et dans leur raisonnement. Je vais passer un peu rapidement du coup sur les tâches expérimentales, mais du coup on leur réalise une tâche où ils doivent identifier des figures géométriques avec du coup un oculomètre pour voir si ces stratégies sont les mêmes entre les enfants neurotypiques et les enfants dyspraxiques. Et au niveau du raisonnement, pareil, c'est toute une tâche où du coup ils vont avoir des petites histoires et ils vont devoir répondre à des questions qui permettra de tester s'ils ont la même logique et la même du coup technique de raisonnement que les enfants neurotypiques. Au niveau de la difficulté d'utilisation des outils, on a déjà Cabri Express qui est présent et qui est accessible gratuitement en ligne, mais on sait que du coup le Cabri Express n'est pas forcément adapté pour les enfants dyspraxiques, puisqu'il y a quand même ce geste moteur d'utilisation de l'ordinateur et de la souris. Je vous présente très brièvement je me dépêche. Je vous présente très brièvement du coup l'interface Cabri Express, mais on voit déjà que par exemple le fait que les outils soient compilés dans des piles et qu'on doit aller les chercher d'une manière du coup plutôt précise, parce que même pour un adulte neurotypique, puisque la première fois que j'y étais confronté, je me suis retrouvé à pas pouvoir sélectionner un objet par exemple, mais et pourtant je n'ai pas de dyspraxie présente. Mais pareil, au niveau de la science, du coup, quand vous sélectionnez un objet, potentiellement, en fait, il y a un petit fond blanc qui se met en place, mais c'est pas forcément visible. Donc du coup, on va répéter la tâche qui était déjà difficile, et c'est tous ces petits détails mis bout à bout qui rendent difficile l'utilisation d'un logiciel pour un enfant dyspraxique. C'est des remontées qu'il y a déjà eu au niveau des ergothérapeutes, des familles et du coup des utilisateurs. Et nous aussi, du coup, en équipe de recherche, on a déjà pu identifier ces limites-là. Mais ce qui est important que je mette, et du coup je conclue là-dessus, c'est que du coup, dans cette phase expérimentale qui a déjà commencé depuis quelques semaines, les enfants dyspraxiques et vous, famille, sont mis en tant qu'experts de la dyspraxie, puisque on fait tester ce logiciel-là aussi dans les expérimentations, et on demande aux enfants dyspraxiques de pouvoir expliciter clairement quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées et qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir avoir pour améliorer le logiciel. Et la compilation de ces données-là, plus celles fondamentales, plus du coup celles pédagogiques, permettra d'avoir des adaptations au plus juste au niveau de l'adaptation du logiciel pour qu'il soit réellement compensatoire de ce trouble. Si votre enfant est diagnostiqué dyspraxique et qu'il est âgé entre 7 et 12 ans, j'insiste vraiment, mais du coup c'est grâce à votre venue que ce logiciel du coup va pouvoir être créé de manière au plus juste. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser le flashcode qui est présent ou aller vous rendre sur le site internet pour du coup venir en laboratoire, vous rencontrer, et je vous remercie par avance. Et je vous remercie aussi du coup de votre attention dans toute cette présentation.